Salut à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode du Calisthenics Science Podcast. On va avoir aujourd'hui une routine et je crois 3 questions. On est toujours avec Alexandre Anthropowski. Anthropowski. 012 workout aussi. Voilà, il a un nom de russe, il s'appelle 012 Workout et c'est notre invité spécial ce jour. Invité spécial, exceptionnel. C'est exceptionnel, il n'a pas encore été là, souhaitez-lui un bon accueil. Il ne sera peut-être pas là sur les prochains podcasts. Profitez de sa présence. Faut savoir qu'il s'entraîne depuis 7 ans déjà. Vas-y, on va faire une petite présentation alors. Voilà, il s'entraîne depuis 2013. Je le coachais déjà à l'époque et j'ai personnellement commencé à m'entraîner en 2015. C'est Morgane qui m'a tout appris. Je le coachais avant de m'entraîner. Les médecins me détestent. Avant d'être né, il me coachait déjà. Parce qu'il faut savoir que je suis quand même plus vieux que toi. J'étais dans le futur ou le passé. On va commencer avec une routine. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas fait un épisode de Critique ma routine, je crois. Eh bien, il y a un auditeur qui nous a envoyé sa routine au niveau de son background. Ça fait 3-4 mois qu'il s'entraîne au poids de corps. Il a fait avant 5 ans de musculation. Et là, en ce moment, il est en train de construire un petit peu ses basics depuis ces 3-4 derniers mois, avec des tractions, du rowing, des pompes, des dips, tout ça. Et là, il vise des skills de base, donc le handstand, le back lever, le front lever, il nous dit, et il laisse la planche de côté pour l'instant, ce qui, je pense, est un bon choix, parce que c'est un objectif un petit peu plus sur le long terme. Alors, au niveau de son programme, déjà, il nous parle de son échauffement. Il fait la corde à sauter, des petites routines avec des élastiques. Il fait du hanging à deux bras, donc des suspensions passives à la barre fixe. Puis des suspensions à un bras. Puis ensuite, il fait du hollow body. Il fait ce qu'il appelle les tractions shrug, donc je pense que c'est les scapula pull-up. Puis il fait une série max de traction. Et ensuite, il passe à son corps de séance. Donc il nous fait une série de front lever avec un élastique, où est-ce qu'il est d'abord en position complète, en position full. Lorsqu'il peut plus, il passe en straddle, et lorsqu'il peut plus, il passe en advanced tuck. Il nous fait la même chose en back lever, donc toujours avec un élastique, en faisant full, straddle, puis advanced tuck, dans une seule série. Puis ensuite, il nous fait 2 séries de négatif straddle front lever. Puis pareil, 2 séries de négatif straddle back lever. Puis il nous fait des advanced tuck front lever pull-up et des back lever raises. Donc 2 séries de chaque pour les négatifs et les reps de pull-up ou de raises. Et du coup, il nous fait cette séance-là, donc avec 3 exercices de back lever et 3 exercices de front lever. Il nous fait cette séance-là 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Il fait aussi du handstand de tous les matins sauf le dimanche, donc 6 fois par semaine. Une routine d'échauffement des poignets, un circuit aux élastiques, de la mobilité de flexion d'épaule, du hollow body, du Superman. Et au niveau de sa routine de handstand, il fait 2 fois 45 secondes de handstand de dos au mur en essayant de décoller une jambe, donc l'exercice un petit peu du ciseau, qui est un exercice que j'avais recommandé dans ma vidéo Comment bien débuter en handstand. Il nous fait un petit coup de pub. De toute façon, si vous êtes là, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, vous êtes un traître et un rageux. N'hésitez pas à lâcher un maximum de dislikes. Et il nous fait ensuite du handstand de ventre au mur, 2 séries de 30 secondes. Et il finit, donc après ces séries au mur, par 20 minutes de tentative de handstand. Il nous dit avec le mur, mais je pense qu'il tente de les lancer. Il y a le mur derrière par sécurité. Il fait également du yoga tous les jours, 30 à 45 minutes. Il est officiellement chômeur, en fait. Il passe 4 heures par jour à s'entraîner. C'est un délice. Et au niveau de ses performances actuelles, il met 20 dips, il met 12 tractions. Et il a potentiellement un straddle back lever de 2 à 3 secondes, de ce que j'ai compris. Et un advanced tuck front lever de 10 secondes. Ok. Donc, on a parlé un petit peu de tout en détail, mais globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il fait beaucoup de skills sur son back lever et son front lever, qu'il travaille 3 fois par semaine. Et ces séances skills, c'est un échauffement, une série de max en traction, puis des négatifs en back lever, un hold en back lever, un hold en front lever,
des négatifs en back, des négatifs en front, des front lever pull-up en advanced tuck et des back lever raises. Donc il nous fait 7 séries par mouvement, pas par exercice mais par mouvement, donc 7 séries pour le front, 7 séries pour le back, 3 fois par semaine. Et pour l'handstand, d'abord c'est hold tenus avec un petit peu d'assistance du mur, puis des holds en libre. Qu'en penses-tu, Alexandre? Ok, bah du coup, là tu viens de résumer, donc 3 entraînements skill par semaine, une bonne expérience de muscu, on va dire des basics assez corrects, mais sur les mouvements de base, donc traction et dips. Pour moi, quand tu t'entraînes depuis 3 à 4 mois et que tu attaques du skill spécifique, c'est très bien parce que tu arrives directement dans ce que tu as envie de faire. C'est peut-être un peu tôt, sachant que tes basiques sont pas encore énormes, ils sont corrects, mais tu pourrais les travailler un peu plus, voire même pas les travailler, mais travailler des variantes plus, soit aller vraiment sur du street lifting pour vraiment avoir de la force brute et être sûr d'attaquer ça, mais c'est peut-être encore mieux d'aller sur des mouvements comme des pompes handstand, des tractions une main, des Anton Stock Front Lever Pull-up, ça c'est parfait. Et, et un peu des planches push-up, des variantes de pompe plutôt, où tu vas travailler un peu tes épaules en bras pliés. Et là, si tu deviens vraiment solide là-dessus, tu auras des meilleures bases pour attaquer tes skills. Et pour devenir vraiment solide là-dessus, soit tu es déjà une brute, soit tu vas devoir mettre plus que 4 mois en général pour être bon là-dessus. Mais en parallèle, tu peux très bien attaquer les skills. Le problème, c'est que là, tu es hyper spécifique avec 3 entraînements en semaine. Donc, je suis sûr que tu vas progresser, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, lors des exercices et tout, ça, je reviendrai dessus après. Mais je pense qu'avant d'attaquer vraiment des skills comme ça de manière intense, je te conseille, tu peux les faire en parallèle, mais pas à coup de 3 entraînements par semaine et sans aucun exercice accessoire. Je te conseille de bosser tes skills, mais de mettre l'emphase quand même, de continuer à t'entraîner vraiment sur tes basiques de manière sérieuse, au moins la première année, voire même pendant 2 ans, quitte à faire faire 3 à 5 séries de skills en début de séance, sur des progressions dynamiques, et après, tu fais vraiment ton travail sur tes basiques, quoi. Donc, tu pourras faire la même routine, mais avec 2 séries de front et back, et après, tu tapes 2, 3 exercices de traction à une main, des variantes, par exemple des tractions mixtes, ça c'est un bon exercice pour pouvoir commencer cet entraînement là-dessus. Et ça va te faire progresser sur des tractions en même temps, ou alors des tractions lestées tout simplement, des dips si tu aimes bien ça, ou alors des pseudo-planches push-ups comme comme j'ai dit tantôt. Donc voilà. Même si tu n'as pas d'objectif planche directement à court terme, moi je pense que c'est peut-être une erreur de ne pas focus la planche quand on commence. On peut quand même la commencer parce qu'en focusant ta planche, pour moi, c'est un peu les mêmes muscles que le back lever qui vont travailler. Si tu as une bonne protraction d'omoplate, puis si tu as un deltoïde antérieur assez fort, tu auras quand même et un bon conditionnement des biceps, tu auras quand même des facilités à atteindre cette planche. Même si le mouvement n'est pas hyper spécifique, tu auras quand même un transfert. Et en donnant plus fort sur ton front et sur ta planche, en général, il va quand même venir avec. Mais c'est vrai que c'est un mouvement agréable et qu'on a envie de vite acquérir. Donc je comprends que tu le bosses. Une fois que tu le débloques bien, moi je te conseille de directement incorporer des positions basiques de planche, même si c'est pas ton objectif. Donc voilà. Maintenant, je vais peut-être critiquer un peu plus l'ordre de ta séance. Donc ton échauffement m'a l'air assez correct, hein. Donc un petit warm-up, ça va augmenter la température corporelle, des routines élastiques. Peut-être un peu trop de suspension, quoi. Enfin, non, 1 minute, 15 secondes, non, j'ai rien dit, c'est pas mal. Moi, je trouve en échauffement, j'aime pas trop les suspensions passives, sauf si tu manques un peu d'amplitude sur certains mouvements et que tu vas faire des mouvements où tu vas pousser les bras au-dessus de la tête. Là, ça devient intéressant de t'étirer un petit peu, mais si tu fais des mouvements de base comme ça où tu n'as pas besoin d'amplitude, faire du passif, c'est pas hyper intéressant. Moi, je ferais peut-être des suspensions, mais actives. Juste faire un petit shrug comme tu fais, mais en actif. Pour engager plus l'omoplate, là, ça serait intéressant. Donc, ouais, un petit peu de hollow body, c'est pas mal. Activer un peu la sangle abdominale. Ouais, donc voilà, globalement l'échauffement est assez correct. Commencer aussi par peut-être des positions spécifiques au front et au back. Par exemple, juste faire un petit tuck front et un tuck back avant de commencer. Ton max traction, je le trouve vraiment pas adéquat à le faire en échauffement parce qu'il va induire une fatigue
Si tu vas à l'échec sur ta série de traction, tu vas déjà être moins performant sur tes skills après, donc tu vas directement faire ta première série de skills sous fatigue, ce qu'on ne veut pas. Pour performer les skills, on veut être le plus frais possible, surtout que c'est un mouvement assez technique, il demande de la force, et en général, on a besoin d'être plus frais pour faire des skills que des tractions. Donc si tu as envie de faire des tractions en max, fais-le peut-être à la fin de ta séance, donc considère-les peut-être comme tes exercices basiques que tu mettrais après. Donc, ton premier exercice, c'est directement un drop set. Je suis pas vraiment fan, donc les drop sets sont utiles quand t'as pas beaucoup de temps à disposition pour t'entraîner. Là, bah, tu as quelqu'un qui t'entraîne beaucoup avec tes routines handstand et ton yoga et ton. Donc, tu induit directement une fatigue en faisant un drop set comme ça. Tu aurais plus intérêt à faire trois positions statiques avec ton front lever avec élastique bleu, et puis ensuite faire des progressions plus faciles par après. Et si t'aimes bien les drop sets, fais-les peut-être à la fin de ta séance. Si tu sens, c'est souvent utile plus quand tu en manque de temps plutôt qu'au début. Surtout quand là tu commences ton mouvement, moi je te conseille vraiment, surtout que tu vas avoir du mal à objectiver le temps que tu maintiens à chaque position du drop set. Donc par exemple, tu vas tenir ton full avec un élastique bleu 5 secondes, et puis tu vas tenir ton advanced tuck 7 secondes, et puis un méga tuck 10 secondes. Mais vas-y, pour traquer ce progrès-là, ça va être très très compliqué. C'est un peu comme les routines aux anneaux que j'en parle dans une vidéo aussi justement. C'est assez dur, petit côté, on est là pour ça. Donc, donc c'est chouette, c'est marrant, c'est pas facile à progresser, et c'est pas une technique que je te recommande, surtout après 4 mois d'entraînement. Après, l'avantage, vu que tu t'entraînes depuis 4 mois, c'est que tu vas progresser quand même en faisant n'importe quoi. Donc, mais si tu fais pas n'importe quoi, tu progresseras mieux et sur le plus long terme. Donc, écoute nos conseils. Euh, donc, euh, donc, faire un drop set en première série, je te le conseille pas. En plus, une fois. Moi, je te dis, autant, surtout pour un mouvement technique comme ça, autant le faire 3 à 5 séries, de la qualité, garde des secondes en réserve, te tue pas sur un drop set, fais tes fronts à l'élastique si ça te chante en début de séance. Moi, je préférerais faire l'excentrique en début de séance, par contre. Donc souvent, c'est plus intéressant de faire des mouvements dynamiques en début, peut-être en statique sous max pour bien s'échauffer et avoir une bonne conscience corporelle. Mais les négatives sont souvent plus taxantes. Et donc, c'est intéressant de les faire avant. Et peut-être et surtout que là, tu vas les faire sans assistance. Donc moi, je te conseille vraiment, fais tes statiques en négative avant. Et puis tu mets ton assistance, et puis tu mets ton assistance avec élastique après. Parce que si tu fais beaucoup d'élastique, tu manques aussi. Souvent, on s'habitue très vite aussi à l'élastique. Et il faut pas l'utiliser tout le temps. Et utiliser l'élastique adéquat aussi. Moi, je recommande souvent d'utiliser l'élastique pour une progression que tu maîtrises pas encore, mais une progression au-dessus. Donc, admettons, là, tu avais dit que tu avais un advanced stock de 15 secondes, et commencer à faire un élastique sur du full, c'est pas hyper intéressant. Je préfère faire un élastique sur du half lay front ou du straddle front. Donc le half lay jambe écartée, plutôt je voulais dire half lay frog front lever, c'est une progression qu'on voit pas souvent, mais qui est intéressante pour avoir cette extension de hanche. Euh, Ensuite, donc ouais, moi je te ferai d'abord la négative. Et là, tu fais deux séries de 15 à 20 secondes de négative. Je sais pas si tu descends pendant 15 secondes, mais ça m'a l'air assez compliqué. Ou si tu descends et puis tu maintiens la position 15 à 20 secondes. 15 à 20 secondes, c'est déjà assez long. Puis si tu as la négative avant, c'est déjà un exercice que tu seras plus dans des fourchettes de répétition hautes. C'est pas trop mal au début, mais progressivement, tu pourrais faire plus de séries avec moins de temps de maintien ou d'excentrique, parce que 15 à 20 secondes d'excentrique, c'est mentalement c'est dur quoi. Donc en général pour faire des excentriques quand tu fais des skills ou des tractions excentriques, on recommande ouais tu peux faire de 4 à 12 secondes, mais au-delà de ça c'est pas hyper intéressant. Donc ouais, fais tes séries de front et de négative avant. Après, bah, j'aimais bien mettre du Bentham en pool à Advanced Tuck, ça c'est un bon exercice. Deux séries de 7. Ouais, donc deux séries, c'est intéressant quand tu es en début de cycle, en début de séance, en début de cycle en semaine 1. Après, pour maximiser tes adaptations, c'est intéressant de les augmenter. Surtout quand tu commences, en général, tu as besoin de plus de séries
tu t'habitues aux exercices. Morgane qui se marre tout Non, seul. non, je pleure de rire, je veux quelque chose de très très marrant. Ok, tu me diras peut-être après ou pendant si tu veux. Après. Ok. Ok, donc, et puis les Rises, ouais, donc moi je ferais tes Rise, tes back lever même en Raise avant tes hold à l'élastique de nouveau. Après, c'est pas mal de faire tes hold à l'élastique, tu peux les faire aussi avant, mais il n'y a pas vraiment fais ce que tu veux progresser en premier, mais essaye de. Le drop set, clairement, on le fait pas en début de séance, fais un drop set en fin de séance. C'est beaucoup plus productif parce que là, tu vas générer de la fatigue, donc tu seras beaucoup moins performant sur tes négatives et sur le reste de ta séance. Donc, fais ton drop set en fin de séance. C'est chouette à faire, mais fais-le à la fin si tu es en cours en temps. Et encore, c'est même pas recommandé de faire ça. Puis, lever la critique, de nouveau, comme je l'ai dit tantôt, il manque un peu d'exercice d'assistance. Donc là, tu n'es que en spécifique. Tu vas pas avoir de gros stimulus pour développer ta masse musculaire. Même si tu as fait 5 mois de muscu avant, ça sera quand même intéressant de faire du spécifique. Comme je t'ai dit, hein, ouais, il y a vraiment 4 mouvements clés. C'est développer ta traction une main, toutes tes progressions vers la traction une main, vers les pompes en poirier, vers les pompes en planche et vers les fronts en pull-up, puis toutes les dynamiques évidemment. Et en bossant vers ces mouvements-là, tu vas induire suffisamment d'hypertrophie, d'adaptation, de force pour supplémenter tes skills et progresser sur le long terme là-dessus. Donc bah, le mercredi, c'est la même chose, à peu près, et le vendredi Ouais. aussi, un max en full aussi, donc ouais. Globalement, 3 jours semaine, c'est suffisant. On va dire pour une routine débutant, c'est pas un débutant, là t'es un peu au stade au-dessus, on va dire. C'est suffisant. Bah, de nouveau, si tu aimes bien t'entraîner 3 fois un peu dans le même style, essaye de faire quand même des basiques après. Et c'est vrai que si tu t'entraînes 3 fois, pas faire 3 fois la même chose, au début ça va marcher. Après, il faudra peut-être varier un petit peu le volume, les répétitions, au plus tu seras avancé là-dessus pour peut-être changer un peu tes splits, hein. Mais pour l'instant, moi je te conseille de faire 3 fois, c'est pas mal. Puis, puis combiner ça avec des handstands de 30 minutes, c'est pas mal. Ta routine handstand a l'air assez clean. Donc, ouais, ouais, dos au mur. Moi, je ferais peut-être d'abord le ventre au mur pour avoir un petit feedback sur le placement. Ensuite, dos au mur pour commencer à jouer avec l'équilibre et puis faire tes routines assister avec le mur et commencer à tenir l'équilibre. Euh, et donc, ouais, tu avais aussi un petit circuit, un bon échauffement pour ça. Pour l'handstand, ça m'a l'air correct. Et puis, le yoga à côté. Le yoga pour supplémenter le calisthenics, c'est pas trop mal. Le problème, c'est que souvent, tu vas faire comme des petites positions de pompe, de planche, on va dire. Tu vas te mettre en appui, en chute faciale ou en planche ligne parfois. Puis, tu vas quand même et souvent, on fait ça juste pour devenir souple, mais le problème du yoga, c'est que tu vas pas être souple en spécifique, quoi. Nous, on veut vraiment être souple sur des pancakes, sur des straddles, sur la pike flexibility. Et en yoga, tu vas faire un peu de tout, mais souvent, tu ne seras pas adapté vraiment pour toi. Et puis parfois, il y a quand même du yoga un peu plus sportif où tu vas faire des mouvements de force. Donc, c'est pas mal, hein, mais si t'aimes bien faire ça, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est peu intense, ça va bouger un peu, ça va s'étirer un petit peu, ça va envoyer du sang dans les articulations et tout. Enfin, dans les ouais, c'est un peu sur tes tendons, ouais, c'est pas mal pour la récupération, hein, pour faire de la récup active, progression en souplesse générale. Mais si t'as vraiment envie d'avoir des grosses perfs en souplesse, je te conseille pas de faire du yoga. Enfin, tu peux peut-être le faire et supplémenter encore, mais là, ça risque d'être assez hardcore. Ouais, donc bah, globalement, moi je pense qu'il y a quand même moyen de t'entraîner comme ça, même en ayant un taf. Donc, m'organiser tantôt que. Parce que par exemple, tu te lèves le matin, tu fais tes 30 minutes de handstand, boum, tu fais ton training qui te ferait durer plus ou moins 1 heure et demie, 2 heures. Et après, tu peux faire un peu de yoga ou dans le midi, tu vois. Donc, il y a quand même moyen d'avoir une vie active et de faire tes routines. Et ouais, donc, globalement, comme je t'ai dit, fais du basique. Tu vas augmenter un peu plus ton potentiel sur les skills. Continue à faire tes skills, tu vas progresser dessus. Réduire peut-être un peu le nombre d'exercices pour l'instant et tu reviendras dessus par après beaucoup plus fort si tu progresses sur tes basiques encore. Et change un petit peu l'ordre. Sinon, globalement,
tu es dans la bonne direction. Une bonne routine, donc voilà, on me donne beaucoup plus d'amélioration. Voilà, on n'a pas la vérité, donc en général, là, si tu as décision de laisser comme ça, tu progresses dessus, mais il y a moyen de clairement améliorer. Et pense aussi long terme plutôt que court terme. C'est l'erreur que beaucoup font, même si on a fait un peu de muscu avant, on sent direct chaud, on veut directement attaquer ce qui nous fait plaisir, les skills, mais développer un petit peu de base avant d'attaquer ça, ça sera vraiment très intéressant. Et de nouveau, il n'y a pas non plus d'exercices d'assistance comme des exercices pour tes omoplates, ta scapula, tes rotations externes, même tes biceps, tes triceps, c'est un peu pauvre. Peut-être que tu en as eu marre d'en bouffer avant aussi, donc peut-être en incorporer un petit peu, ça pourrait t'aider aussi. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Donc je vais laisser la parole à Morgane pour voir s'il a un autre avis sur cette routine aussi. Alors ouais, je suis assez d'accord sur pas mal de choses. L'échauffement est correct. Bon, il est pas archi précis. Après, ouais, il y a 2 fois 1 minute en suspension à 2 bras et 2 fois 15 secondes en suspension à 1 bras. Si t'es fort en hanging, ce sera assez peu fatigant. Si t'es faible en hanging, ce sera fatigant. Donc ça dépend du niveau. Qu'après, comme a dit Alexandre, faire un max de traction à la fin de l'échauffement, c'est vraiment de la merde. Hein. Mec, fais pas ça. Parce que ça va vraiment te cramer. Hein. Ça va vraiment te cramer. Et sur les skills, sur les skills, tu vas être frais. Et en plus, si ton objectif principal c'est les skills, il faut que l'ordre des exercices reflète ça. Il faut que dans tes premiers exercices, c'était vraiment les skills. Et qu'ensuite, l'accessoire, le secondaire, soit vraiment après. D'autant plus que c'est une fourchette de rep un peu plus haute. Et aller à l'échec sur une fourchette de rep assez haute, sur un exercice polyarticulaire, même si les tractions, c'est pas du squat, ça apporte quand même beaucoup, beaucoup de fatigue métabolique notamment. Donc ça te fume certainement beaucoup, surtout si tu vas réellement à l'échec et pas juste à l'échec qui est en fait un RIR3, c'est-à-dire tu crois être à l'échec mais tu as 3 reps en stock. Donc déjà voilà, vraiment l'ordre des exercices, ça te nique des progrès de mettre un max de traction aussi tôt dans la séance. Il faudrait vraiment qu'il soit après. Ensuite, niveau de l'ordre des exercices, Alexandre a dit qu'il préférait mettre les excentriques en premier. Ça peut se faire, mais aussi, comme il l'a dit, les isométriques d'abord. Surtout s'ils sont assez légers, ça peut te permettre un petit peu de te warm-up, de trouver la position. Parce que parfois, les excentriques, vu que l'intensité absolue est plus conséquente, donc on prend une variante plus difficile, c'est parfois difficile d'avoir la bonne forme directement quand on sort à peine de l'échauffement et qu'on n'a pas fait un échauffement spécifique à ce skill-là. Donc, tout peut fonctionner au niveau de l'ordre des exercices. Ça manque de basics aussi, hein, comme l'a dit beaucoup Alexandre. Il n'y a pas de poussée horizontale, il n'y a pas de poussée verticale. Il y a un peu de tirage verticaux, mais c'est une seule série de tractions et à l'échec en début de séance. Il n'y a pas l'exercice d'isolation pour la ceinture scapulaire ou pour les bras. Bon, ça c'est secondaire. Hein. Il y a d'autres soucis à régler avant de parler de ça, mais ça pourrait être bénéfique sur le long terme. Et oui, là, c'est vraiment un cycle de skills ou est-ce qu'il n'y a que des skills? Il faudrait vraiment autre chose. Euh, donc rajouter un peu plus de basics et pourquoi pas enlever un exercice de skill par séance euh, pour laisser la place. Ah, Ouais, il y a eu un petit bug, c'est bon. ça va. On a C'est perdu bon, Morgane. Attention, petite pause musicale. c'est bon, c'est bon. Attends, on ne te voit plus, mais on t'entend. Ok, alors, clac, clac, emballé, c'est pesé, je suis de retour dans le game. Ah. Ok, je disais que pourquoi pas virer un exercice de skill pour laisser un petit peu de place au niveau de la récupération, pour mettre un peu plus de basics. Ensuite, niveau de la routine de handstand, si tu es débutant, c'est OK. Donc les débutants, j'aime bien leur recommander d'abord de faire pas mal de hold supported, on dirait en anglais, c'est-à-dire assisté. Donc les ciseaux, c'est pas mal quand il y a une jambe au mur et qu'on essaie de regrouper les 2 jambes en libre. C'est pas mal parce que ça permet d'accumuler pas mal de temps dans la position. Mais lorsque vous allez devenir plus avancé, ce sera mieux de faire, quand vous serez assez bon en freestanding, en libre, c'est mieux de faire les 1-2 holds au mur peut-être, pour finir de s'échauffer. Et ensuite de faire toutes les tentatives en libre quoi. D'ailleurs, j'aime pas le mot tentative, parce que ça veut dire vous le lancez, vous savez pas si vous allez le tenir. Non, vous le lancez, vous tenez en fait. D'ailleurs, j'aime pas le terme lancer. Ok, vous entrez en position d'handstand, vous Ouais. tenez. Voilà.
vous faites du handstand. Et ensuite, plutôt quand vous êtes avancé, de faire vos renforcements après, c'est-à-dire quand vous êtes plus avancé, ce ne sera pas du handstand back to wall à deux bras au mur, mais ce sera peut-être du 7, donc du pike handstand quand vous êtes en flexion de hanche, c'est-à-dire en L-sit inversé, avec les pieds côté mur. Par exemple, ça, ce sera au basics quand vous serez plus avancé, et quand vous serez encore plus avancé, ce sera des drills de one arm qui seront au mur, pourquoi pas, ce genre de choses. Sinon, c'est OK. Ensuite, pour le yoga, bon, Alexandre a dit que ça allait pas vous rendre hyper souple, ça vous rendra un peu souple, mais je pense que il fait du yoga parce qu'il aime bien, pas parce qu'il s'en sert comme outil de souplesse. Ah ouais, Sinon, s'il voulait vraiment uniquement devenir souple, il aurait marqué je fais du pancake stretch. S'il fait du yoga, ce qu'il aime le yoga, le mec fait Ah, du... parce que je connais beaucoup de monde qui me dit, qui me disent ah ouais, je suis vraiment très raide, je vais faire du yoga juste pour m'assouplir. Ouais, ouais, t'es raide sur quel mouvement, t'as envie de faire un truc avec, tu vois, et du coup ils pensent que ça va, qu'ils vont devenir des dieux de la flexibilité avec le yoga une fois semaine. En plus, c'est des cours d'1 heure et demie et parfois c'est un peu plus renforcement, quoi. Ouais, voilà, C'est- s'il fait du yoga tous les jours, il connaît un petit peu ce qu'il fait quand même, je pense. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout, hein, voilà, donc il faut un peu plus de basics. Les tractions max juste après l'échauffement et avant les skills, c'est pas bien. Il faut Ouais. mettre ça en fin de séance. Et ça manque de poussées horizontales, donc des pompes lestées, des pseudo planches push-up, voire même des dips, et de poussées verticales, donc toutes les progressions vers les handstand push-up, donc les pike push-up, tout ça. Pourquoi pas utiliser un petit peu de fonte pour les développer verticaux, ça fonctionne assez bien. Et sinon, le volume est OK. En fait, vu que en fait, chaque exercice, c'est que 2 séries, mais il y a un max en drop set en plus qui fatigue vachement, Ouais. et il y a beaucoup d'exercices, parce qu'il y a un statique, il y a des excentriques, et ensuite il y a grosso modo des dynamiques. Donc Dynamique. il y a Il y a que trois. 2 séries par exercice, en gros, mais vu qu'il y a beaucoup d'exercices, et vu que c'est 3 fois par semaine, ça finit par faire un peu de volume, donc il faut surveiller la récupération. Surtout que les excentriques, ça vous fume. Normalement, si c'est bien fait, ça vous déglingue. Surtout si tu fais 15 à 20 secondes d'excentrique. Ah oui, parce qu'en fait, il a marqué 2 fois 15 à 20 secondes d'excentrique. Donc, on n'a pas de vidéo de ça, mais ça nous semble bizarre quand même en excentrique. Ou alors, il compte ça en durée totale. Peut-être qu'il fait 2 séries de 3 reps de 5 à 6-7 secondes. Mais bon, nous n'avons pas l'information. Bon, voilà, ça ferait tout ce que j'avais à dire sur cette routine-là. Nickel, hein. Bah voilà, on a un petit peu dit ce qu'on avait à dire, évidemment. Ok. Et bien, du coup, on va passer aux questions, n'est-ce pas? Yes. On va passer aux Vas-y, questions. je te pose la première. Allez, en route. Donc, y a-t-il un intérêt à incorporer des EMOM pendant des séances de force ou de skill? Donc, les EMOM, c'est every minute on the minute, tu performes un exercice. Donc, par exemple, tu vas faire 3 muscle-up toutes les minutes pendant 10 minutes. En général, souvent, ça se fait 10 minutes. Parfois, tu peux changer un peu ton EMOM. Tu peux dire, je fais 2 exercices, je fais 5 pompes, 5 tractions toutes les minutes 30 ou toutes les 2 minutes pendant 20 minutes, par exemple. Tu peux vraiment faire un EMOM, ça se remaster beaucoup. Mais typiquement, c'est 1 minute toutes les 10 minutes. Pendant toutes les minutes, pendant 10 minutes en général. Ok, voilà, donc c'est ça les MOM, ça ressemble un petit peu au concept de cluster. Le cluster, c'est quand vous prenez un certain nombre de répétitions et que vous vous dites, bah, je vais faire, disons, 40 répétitions de traction ou de handstand push-up en X séries. Donc ça va peut-être faire plein de séries de 3, puis les séries de 2, puis les séries de 1, ou plein de séries de 5, puis du 4, puis du 3, ou des choses comme ça. Moi, personnellement, j'utilise les cluster reps sur mes handstand push-up. Je fais grosso modo 10 répétitions de handstand push-up, back to wall, enfin une variante un petit peu spéciale. Euh, et du coup, je fais plein de singles en fait. Quand j'ai envie, quand je me sens frais, je fais un single, donc une répétition. Mais bon, là, la question de Ronan, c'est y a-t-il un intérêt d'incorporer des MOM pour les séances de force ou de skill? Eh bien oui, parce que c'est une méthode assez proche du cluster. Et l'avantage du cluster, c'est que vu que vous faites plein de mini-séries, ça vous permet de faire plein de mini-séries assez faciles quand même. Parce que si vous utilisez une charge avec laquelle vous pouvez faire, disons, 3 ou 4 répétitions, et que vous faites une série de 1 répétition,
bah, ça va être un poil dur, parce que c'est une charge lourde quand même, mais vous êtes vraiment assez loin de l'échec, parce que vous avez fait une rep, vous pouvez encore en faire trois, quoi. Donc chaque série n'est pas très fatigante, ce qui vous permet de faire beaucoup de séries, donc d'accumuler un grand nombre de répétitions. Donc ça peut être intéressant sur des one-arm chin-up, ça peut être intéressant sur des pull-ups, sur des handstand push-up, pas tellement sur du street lifting, parce que la mise en place c'est un petit peu galère, mais pour des mouvements simples de mise en place, ou pour certains skills, genre qui doivent vraiment se faire dans un état de fraîcheur, comme des press to handstand, ou des stalder press to handstand, ou ce genre de choses, des choses qui sont un petit peu entre la force et les skills, mais qui nécessitent quand même pas mal de concentration, c'est bien de faire des clusters parce que ça vous permet de vous concentrer sur une répétition à la fois. Et donc pourquoi faire des MOM quand on peut faire des clusters, sachant que la différence c'est plutôt que le MOM vous vous dites, je suis foncé. Le MOM c'est vous vous dites, je vais faire X répétitions chaque fois que mon chrono passe à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Alors que le cluster, c'est vous vous dites, je fais un total de X répétitions en Y nombre de séries de A répétitions. On fait des équations ici. Eh bien, la différence, c'est qu'en MOM, vous avez déjà prévu le nombre de reps que vous faites et quand vous le faites. Alors que le cluster, c'est un petit peu plus libre. Donc, il y a assez peu de différence. Moi, je serais plutôt à recommander le cluster parce que le cluster, ça vous laisse plus de liberté sur vos temps de repos. Euh, et le MOM, c'est plutôt quelque chose qui, de base, historiquement, est utilisé dans le cross-training pour plutôt du conditioning. Donc, anecdotiquement, on a plutôt tendance à utiliser du MOM sur des fourchettes de rep un peu plus hautes et les clusters sur des fourchettes de rep un peu plus basses pour la force. Mais oui, on peut utiliser du MOM pour la force ou les skills. Cependant, je ne recommanderais pas tellement de faire ça pour l'hypertrophie. Pourquoi? Parce que de tout, donc de l'hypertrophie, la force, l'endurance, les skills, non, on va mettre de côté endurance. Donc de tout, donc hypertrophie, endurance, skill, ce qui nécessite le plus d'aller à l'échec ou proche de l'échec, c'est l'hypertrophie. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir une activation de toutes les unités motrices. Donc des unités motrices qui sollicitent aussi bien les fibres lentes que les fibres rapides. Et au début de la série, pardon, vous allez préférentiellement utiliser vos fibres lentes et un petit peu de fibres rapides selon la fourchette de rep. Et au fur et à mesure que vos fibres lentes vont fatiguer, vous allez utiliser les fibres rapides. Et ça, c'est un phénomène qui arrive que au fur et à mesure que vous enchaînez les répétitions et que vous vous rapprochez de l'échec. Et du coup, si vous faites plein de séries, mais que vous n'allez jamais vraiment titiller l'échec, eh bien, vous allez potentiellement rater des gains, passer à côté des gains, parce que vous ne serez jamais à utiliser totalement vos fibres rapides. Vous les recruterez peut-être jamais vraiment. Si par exemple, vous faites plein de séries de 5 répétitions, avec une charge avec laquelle vous pouvez faire 15 répétitions. Donc je disais, quel est le souci entre ça et les EMOM? C'est que les EMOM, si vous faites 10 séries de 5 reps, c'est peut-être que vous utilisez un exercice avec lequel vous pouvez faire sur une série maximale 15 reps, et du coup, bah, ça fera plein de séries qui seront un peu loin de l'échec quand même pour optimiser l'hypertrophie, et vous allez accumuler un peu plus de fatigue que de stimulation, on va dire, parce que ce serait plus productif de faire moins de séries, mais des séries un petit peu plus hautes dans la répétition, qui seront chacune très stimulantes, et en plus, ce sera moins chiant. Voilà. Donc les EMOM, c'est OK pour la force, c'est OK pour les skills, enfin et encore, c'est OK pour la force selon la fourchette de rep utilisée, donc l'intensité, c'est OK pour les skills sur le mouvement, et pour l'hypertrophie, entre parenthèses, c'est moins dingue. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc, pour la force, je préfère aussi les clusters. T'es un peu plus libre, t'es un peu moins pressé par le temps. Donc, puis tu peux choisir. Ouais, tu pourras adapter aussi tes répétitions en fonction. Parce que parfois, tu fais des clusters. Moi, j'ai beaucoup pratiqué les clusters pour des handstand push-ups comme Morgan, mais en libre. Et en libre, parfois, ça t'arrive de rater parce que tu fais une tentative. Mhm. Et donc, du coup, si tu rates en plein IMOM, bah, tu vas être pressé et puis tu vas faire un peu n'importe quoi. Donc, par contre, par exemple, pour des muscle-up, j'ai déjà fait ça un peu sur des muscle-up. Ça, c'est assez chouette, quoi. Par exemple, tu fais un ou deux muscle-up, si tu en as deux, trois en plus en stock, bah, c'est très bien.
De nouveau, je trouve que c'est plus ludique, c'est mieux pour l'endurance plutôt que la force, je dirais. Mais c'est pas mal pour l'apprentissage moteur. Après, vraiment pour optimiser ta force, les clusters, c'est très bien, c'est une bonne variante. Donc voilà. On a fait un Prochaine point. question. Je pense Ouais, qu'on a bien répondu à celle-là. bien. La prochaine question nous vient sur Instagram, RAP Training Paris. Il nous demande, d'ailleurs, il n'y a pas de verbe, s'il y a un petit peu, stratégie pour développer son endurance musculaire en 7 en rep. C'est en rep. C'est un rep. 7 on rep. 7 en rep. Ok, ok. Ben, les mômes. Donc, ça pourrait être une stratégie viable, on va dire. Après, pour l'endurance musculaire, en général, on recommande de travailler au-dessus de 15 reps et puis de travailler sous fatigue pour développer, pour résister à, pour enfin, euh, augmenter son nombre de répétitions avant l'échec sur un exercice donné en général et donc vraiment travailler sur des fourchettes de répétitions plus élevées en général. Donc, je suis pas un pro de certaines reps, donc certains ont plus pratiqué ça que moi. Bah, j'en ai fait beaucoup à mes débuts et il y avait toutes les petites routines, je vais en citer quelques-unes, pas mal de petits tips de base pour être meilleur là-dessus. Il y a tout ce qui est pyramide un petit peu, mais souvent tu as de la fatigue dès tes premières séries, donc c'est peut-être moins optimal. Les pyramides dégressives sont plus intéressantes, je trouve. Par exemple, tu fais 20 tractions, puis 18, puis 16. En général, pour l'endurance musculaire, certaines reps, on va prendre des temps de repos un peu plus courts. Ça génère beaucoup de fatigue. Après, je pense que ça pourrait c'est parce que ça se fait traditionnellement, mais je pense que tu fais ça intelligemment avec des temps de repos de 2 à 3 minutes, pourquoi pas, et faire par exemple 5 séries de 25 tractions, ça pourrait très bien se faire. Euh, Ensuite, il y a donc les pyramides, il y a les God sets, on appelle ça. Je crois que c'est donc tu fais 5 muscle up, 15 dips, des tractions. Je pense que c'est beaucoup de stratégies pour que ce soit assez ludique. Des circuits training, tu fais 5 tractions, 5 dips, 5 pompes, 5 squats. Tu fais ça en plusieurs fois jusqu'à ce que tu rates. Tu t'entraînes avec des potes, tu fais des concours de celui qui rate le premier, des trucs comme ça. Bref, il y a pas mal de petites méthodes, des EMOM, moi j'aime bien, c'est aussi, tu te fixes 100 tractions sur ta séance, donc tu dis, allez, je vais faire 100 tractions, t'en fais 12, 12, 12, puis 10, 10, 10, puis 8, 8, 8, et, enfin, puis dès que t'es cramé, puis t'arrives à 100, et puis tu fais la même chose sur des dips. Donc ça, c'est toutes des petites stratégies assez ludiques, hein, tu peux les varier. En général, on s'entraîne reps quand on était débutant, on s'entraînait tous les jours avec une grosse douleur. Je crois que c'est pas recommandé, c'est peut-être mieux de s'entraîner tous les 2 jours. Donc là, c'est plus pour ce qui est du spécifique sur la certaines reps. Moi, je recommanderais peut-être avant d'attaquer le certaines reps d'avoir une bonne base de masse musculaire. Donc, pourquoi pas faire beaucoup d'entraînement en hypertrophie classique, tout simplement, devenir plus musclé, puis plus fort. Puis même à faire un peu de force, augmenter ses tractions lestées. Souvent, c'est vraiment intéressant pour casser certains paliers. Donc souvent, on voit des gens qui sont coincés un peu à 20, 25 tractions. Mais si tu t'entraînes vraiment en lesté et que tu augmentes vraiment bien ta charge en lesté, tu vas casser ton palier, tu vas revenir après, tu vas pouvoir en taper 25, 30. Il suffit de refaire quelques adaptations, recréer un peu de mitochondrie, des choses comme ça, de cellules, et puis tu seras vite au taquet. Donc voilà. Ok. T'as fini ta réponse? Ouais. Ouais, bah alors, moi je suis d'accord avec le fait que la plupart du temps, quand les mecs qui font le set on rep font des séries du muscle up, puis du dips, puis des tractions, puis des pompes, c'est plus uniquement pour le challenge et pour le fun que vraiment pour l'efficacité, parce que ça peut être prouvé. Parce que même, enfin, en fait, c'est parce que ça vous fume, donc vous pensez que c'est efficace, mais bah alors c'est intéressant dans le sens où c'est proche de parfois l'effort de compétition qui est demandé si vous faites des compétitions de ça, donc par le principe de spécificité, c'est intéressant, mais le plus, plus intéressant, je pense, ce serait vraiment de se focus sur un mouvement à la fois, sur des séries classiques, bien sûr des séries longues. Ensuite, le repos, c'est pas encore certain pour l'endurance de si les temps de repos courts ou longs
sont préférables. Potentiellement utiliser les deux, hein. Aussi bien des temps de repos longs que des temps de repos courts, sur différentes fourchettes de reps, sur différents jours, différents choix d'exercices. Vous pouvez varier pas mal de choses. Euh, Ensuite, je trouve que c'est difficile de dire si augmenter vos tractions lestés va vous faire progresser ensuite sur les tractions poids de corps, parce que le phénomène serait un petit peu flou. Ce serait dur à justifier, à part le fait que vous allez, oui, certainement plus gagner en masse musculaire avec des fourchettes de reps moyennes qu'avec des fourchettes de reps vraiment longues, et que ce gain de masse musculaire va se transférer en un gain d'endurance, mais surtout sur des gains de perf en traction sur des fourchettes de reps vraiment basses. Je vois pas vraiment comment ça pourrait avoir un transfert sur endurance. C'est un peu l'argument de l'économie de mouvement, hein. Et il te coûte un petit peu moins par rapport à ton max, quoi. Oui, mais les adaptations sur ton 1RM sont pas les mêmes adaptations que les adaptations Ouais. qu'il y aura sur endurance. Donc oui, on peut se dire, on peut faire plus de reps à une intensité donnée si on a un RM en traction à 50 kg que si on a un RM à 10 kg. Parce que cette intensité donnée sera un plus faible pourcentage du 1RM du coup, quoi. Mais je pense que la majorité du temps, il faut quand même s'entraîner à l'intensité qu'on veut. Ouais. Et comment dire? Alexandre a dit que pour endurance, il fallait s'entraîner en plus de 15 reps. Alors, globalement, on dit souvent ça, mais il faut surtout s'entraîner à l'intensité du mouvement auquel vous voulez devenir meilleur. Donc, c'est comme si vous vouliez augmenter votre endurance en développé couché à 100 kg, mais qu'on vous a dit qu'il fallait travailler l'endurance en plus de 15 reps. Donc, vous faites du développé couché en plus de 15 reps à 60 kg. Il faut faire un peu des deux. Il faut quand même faire du développé couché à 100 kg, parce que c'est l'intensité spécifique à laquelle vous voulez vraiment augmenter votre nombre de reps. Et peut-être faire aussi, oui, du développé couché à 60 kg pour être dans une fourchette de reps plus favorable sur le moment, après la séance, aux adaptations endurance. Donc, différentes fourchettes de reps, mais passer quand même une majorité de temps sur le mouvement qui vous intéresse, sur l'intensité qui vous intéresse. Donc, si vous voulez devenir meilleur en muscle-up, faites quand même pas mal de muscle-up. Et ouais, un peu de muscle-up lesté, pourquoi pas, des tractions lestées, mais quand même principalement du muscle-up. Ensuite, au niveau du format, c'est très important pour endurance d'aller très proche de l'échec. Parce que bah, une série d'endurance, elle est challengeante vraiment que sur la fin. Et les adaptations que vous allez avoir vont vraiment se faire lorsque vous allez être poussé dans vos limites des reps que vous ne faisiez pas il y a quelques temps en fait. C'est vraiment là que vous serez dans le plus productif. Le travail sous fatigue, là encore, c'est encore débattable si oui ou non c'est productif de s'entraîner sous fatigue en endurance. Dans tous les cas, c'est moins intéressant de s'entraîner sous fatigue en hypertrophie et encore moins pour la force. Mais pour endurance, on ne sait pas si c'est vraiment productif de s'entraîner sous fatigue. Mais du moins, il faut s'entraîner avec des séries proches de l'échec. Donc Alexandre a dit un 5 x 25. Moi, je préférerais quand même donner un certain RIR, donc dire arrêtez vos séries à X répétitions l'échec et voir ce que ça donne niveau fourchette de rep, plutôt que de dire un 5 x 25. C'est un peu le même souci que pour les clusters, que pour les MOM, dans le sens où sur vos 5 séries de 25, si vous arrivez à l'échec sur la dernière sera très productive, la dernière de vos 5 séries, hein, mais vos séries 1, 2 et 3 seront peut-être à 4-5 reps de l'échec ou plus. Donc ce qui sera vraiment pas productif pour endurance. Et encore moins pour l'hypertrophie, parce que pour l'hypertrophie, quasiment toutes les fourchettes de reps fonctionnent, et plus vous êtes haut en fourchette de reps, plus ça va être important d'aller proche de l'échec, si ce n'est l'échec. Donc je préférerais, plutôt que de dire un 5 x 5, plutôt que de dire un 5 x 25, je préférerais dire on s'arrête à une rep de l'échec et on voit où est-ce que les reps tombent. Ce qui ferait peut-être pour un individu fort 30, 28, 25, 24, 20 par exemple. Ouais, je Et suis du coup d'accord là, avec toi. C'est ce toutes que les je veux dire. séries seraient à un degré de productivité qui serait identique parce qu'il y aurait la même proximité à l'échec. Et c'est assez intéressant pour l'endurance, certainement de s'entraîner proche de l'échec. Euh, voilà. Ensuite, au niveau de la fréquence d'entraînement, bah, c'est vraiment en fonction de ton volume, hein. Si tu fais 3 séries de traction poids de corps par jour, tu peux en faire tous les jours, certainement, une fois que tu es bien entraîné. Mais si tu fais 10 séries pour un groupe musculaire par séance, il va te falloir un jour de repos ou 2 jours de repos avant de pouvoir retaper une séance. Donc, la fréquence est fonction de ton volume.
Je ne sais pas si une plus haute fréquence d'entraînement est favorable pour l'endurance parce que les adaptations d'endurance, ça a tendance à partir plus rapidement que les adaptations de force. Mais on sait aussi que les adaptations de force bénéficient plus d'une haute fréquence que les adaptations d'hypertrophie. Donc c'est bizarre. Donc Ouais, c'est franchement, dur à dire. j'ai pas de données pour ça. En pratique, les gens qui font ça s'entraînent très souvent avec beaucoup de fréquences. Mais je crois en théorie, c'est peut-être plus intéressant quand même de prendre de la récup. Bah, ça dépend du volume que vous faites, mais oui. Ne retapez pas une séance énervée si vous êtes encore dans un état de fatigue. Si vous voulez quand même taper une séance alors que vous êtes un peu fatigué, euh, faites une séance très light avec une haute vélocité. Donc, lorsque vos répétitions commencent à ralentir, stoppez votre série. C'est que vous êtes déjà dans un état de fatigue qui sera peu productif parce que vous avez créé un entraînement fatigant alors que vous êtes déjà fatigué. Donc, si vous voulez taper un petit peu vos mouvements quand même, malgré que vous soyez un petit peu fatigué, partez déjà dans l'état d'esprit de faire une petite séance, mais quand même un petit peu productive, hein. Toujours un petit peu d'exposition sur vos mouvements, même à basse intensité relative, ça va être intéressant. Et stoppez vos séries lorsque la cadence, donc la vitesse de vos répétitions, commence à décroître, hein. Prenez pas de rest pause ou quoi, faites des séries directes en one shot, disons, comme on dit dans le milieu, en one shot. Euh, et quand la vélocité de vos répétitions commence à décroître, donc que vos phases concentriques vont moins vite, donc que vous montez moins vite, on va du plus compliqué au plus simple, et bien vous stoppez votre série. Voilà, ça c'est quand vous voulez vous entraîner sur un jour où vous vous sentez un petit peu fatigué. Et pour le volume, il faut savoir que l'endurance bénéficie de plus de volume que l'hypertrophie, qui elle-même bénéficie de plus de volume que la force. Donc, il ne faut pas avoir peur de taper du gros volume d'entraînement. D'ailleurs, on observe parfois dans des études d'endurance qu'il y a des non-responders, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas d'adaptation à un certain volume d'entraînement, mais lorsqu'on leur augmente leur volume d'entraînement, eh bien, ils ont au final quand même des adaptations. Donc, si vous ne progressez pas en endurance et que vous récupérez correctement, En c'est plus. peut-être qu'il faut augmenter le volume. Mais j'ai bien dit, hein, si vous ne progressez pas et que vous récupérez bien, augmentez le volume. Parce que si vous ne progressez pas et que vous récupérez pas bien, c'est que vous récupérez pas bien. Donc, c'est qu'il faut baisser le volume. Ouais. Ouais, je Donc, pense, ouais, je pense qu'on a je vais bien répondu à rajouter cette question. je voulais juste rajouter un petit peu. Pour l'endurance, on voit aussi, par exemple, les champions du monde de traction. Je crois que c'était le recordman de pompe ou traction. Il avait mis sa routine sur le site, sur la chaîne Bar Stars à l'époque, là, tu vois. Ouais. Et je crois qu'il faisait. Je crois que c'était le champion du monde en traction, je s'appelait Armstrong, je crois, et il tapait, je crois qu'il faisait du Chris de Groove en pompe le matin. Il tapait 3 séries de max pompe, même si il faisait pas de traction. Et après, tous les jours, il avait un petit truc spécifique, style un peu comme j'avais dit, il tapait un genre à 10 x 10 avec 30 secondes de repos, avec des prises en variant les prises. Puis il tapait des autres trucs. Bah, il y avait toute la routine sur le site Bar Stars. À mon avis, si vous mettez routine World Record pull-up, vous allez tomber dessus. Et je l'avais faite à l'époque, c'était pas dégueu. Et je pense que je crois que c'est très empirique, hein, je pense, Ah oui. dans l'endurance. C'est vraiment, je crois que le mental, il joue vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et voilà. Bah, Ouais, en peut-être fait, une c'est très fois. empirique. Et même dans les études d'endurance qu'on a, c'est quasiment que de l'athlétisme, en fait. Vous trouverez Ouais. des études sur du 800 mètres, sur du 4000 mètres, des choses comme ça, même sur les marathons. Mais en fait, c'est très différent parce que, bon, déjà, c'est pas les mêmes groupes musculaires, mais surtout, l'endurance en street workout, c'est pas l'endurance en athlétisme. L'endurance en athlétisme, déjà, ça dure beaucoup plus longtemps que l'endurance en athlétisme. Et en athlétisme, le facteur limitant, bon, en fonction des distances, enfin, au global, ce serait quand même plus, un peu plus votre système cardiovasculaire et votre physiologie systémique plutôt que la fatigue locale d'un groupe musculaire donné. Donc c'est compliqué d'avoir des études sur lesquelles on peut bien se baser en ce qui concerne l'entraînement d'endurance en entraînement de résistance, c'est-à-dire le street workout, la musculation, etc. Donc on a très peu de données sur endurance de force et sur endurance pour ce qui nous intéresse là. Donc pour l'instant, on va devoir uniquement supposer, créer des hypothèses, hein. Mais bon, certainement que la majorité des gens qui sont forts en endurance aujourd'hui s'entraînent sous-optimalement. Donc imaginez les résultats qu'auraient ces athlètes s'ils s'entraînaient avec leur cerveau. Ouais.
On a ensuite une dernière question, une question sympa. On nous demande quelles ressources pouvez-vous conseiller pour le handstand? C'est une question de Blob Marley. Donc, on s'était fait la blague entre nous en lisant la question. Donc, il nous faut du bois pour construire des petites barres parallèles ou des blocs, un Bon, mur. je vous conseille un- d'avoir du bon sol. Donc, il faut un peu de pierre. Puis, globalement, avec ça, on est bien. Donc, sinon, un peu plus sérieusement, personnellement, bah, j'ai vraiment commencé l'handstand grâce aux vidéos YouTube, hein. Il y avait pas mal de vidéos de Tom Murray qui montre un peu tout son itinéraire, toute son évolution d'un handstand qu'il avait déjà assez solide vers son one arm qui bosse maintenant. Il partage pas mal de vlogs, donc dans toutes ses vidéos, il a montré beaucoup de conseils, beaucoup de tutos. Après, ben, on peut voir beaucoup d'autres balancers un peu plus connus, un peu plus pro. Il y a Yuri Marmenstein qui fait pas mal de trucs. Récemment, ben, je suis tombé sur, enfin, il y a une bonne année au moins, un pote qui avait pris qui avait été faire la semaine chez Handstand Factory. Donc Handstand Factory, c'est Michael Balancing et Emmett Lewis, plus des autres, qui sont très 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 bons. Ils font des gros one arm et tout. Michael Christensen, ouais. Donc, vous pourrez aller voir leur site. Ils font des e-books pour tout niveau. Donc, tu as push, puis tu as push normal, et puis tu as push harder, je pense. Ils font des petits podcasts. Vraiment, allez les écouter si vous parlez anglais, comprenez l'anglais. Ils font des petits podcasts ces derniers temps. Ils ont lancé sur YouTube et sur Spotify. Très, très intéressant sur le Unbalancing. C'est vraiment des pros. Sur le Unbalancing, c'est vraiment des pros. Donc vraiment, si tu es intéressé par ça, essaie de choper un de leurs bouquins. Puis bah, il y a encore pas mal de balancers assez connus. Morgan en connaît quelques-uns. Je vais le laisser vous parler de ses ressources aussi. Ok, alors déjà, au niveau des ressources, je suis assez d'accord avec Alexandre, hein, vous trouverez pas mal de choses sur YouTube. Et ensuite, ceux qui font des programmes corrects de handstand, des bons programmes, c'est Handstand Factory, donc Emmett Lewis et Michael Christiansen, je Ouais, crois. je viens de le Je dire. sais jamais quel est son nom de famille. Ouais, c'est Euh, Christiansen et sur Insta, je crois que c'est Michael Balancing. c'est Michael Balancing, ouais. C'est un Norvégien, je crois. Ensuite, il y a pas mal de headbalancers qui produisent des posts Instagram, des stories Instagram qui sont en vrai un peu plus là pour vous faire découvrir le monde du headbalancing de haut niveau. Il y a par exemple Yuval Ayalon avec qui j'ai fait un workshop en octobre dernier. Il y a Miguel Santana. J'aimerais faire des workshops avec lui, mais il en fait que en Asie du Sud d'Est et en Australie principalement, donc Miguel Santana. Il fait maintenant du coaching en ligne, ce qui sera intéressant. Et on a qui d'autre? On a. Putain, il y a Ulrich on Hens sur Instagram, je sais plus quel est son nom de famille, qui est décent aussi, mais il est quand même moins bon que Yuval Ayalon et que Miguel Santana. Miguel Santana, c'est un de mes danseurs préférés. On a qui d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. Mais en fait, il y a Ouais, très peu de gens en qui font du milieu, handstand sur Terre, hein. Rendez-vous je compte que parlais, vous êtes trois en France. en milieu francophone, il y a Jonathan Ferland-Valois, un Ah, Canadien mais c'est ouais, c'est un Québécois. québécois. Ouais, lui très Aïe, très aïe, très très bon. Et et il a une chaîne YouTube aussi, il partage de très bon contenu, il est pas très connu, mais il est vraiment très fort et je pense que dans le milieu francophone, il est très très calé. Je vous encourage vraiment à aller checker. ouais. Mais c'est un Québécois, c'est ça le souci, voilà. Ouais, c'est un kiff. Faut parler québécois. Je parle pas québécois. Je Ouais, comprends. ça va, on Parfois. comprend quand même quoi. Donc il est très très fort. Donc allez voir. Enfin, il est pas aussi fort que Miguel Santana, tout ça, mais il fait à côté des éléments de force de calisthenics. Donc, il est unique pour ça, en fait. Il fait à la fois de la force et du handbalancing à trop haut niveau. En fait, parmi les gens qui ont son niveau de handbalancing, personne n'a son niveau de calisthenics. Et parmi les gens qui ont son niveau de calisthenics, personne n'a son niveau de handbalancing, je pense. Ouais. C'est marrant, en fait, comment il est équilibré entre les deux. Bon, après, ouais, là, Alexandre est en train de penser. Il y a des mecs très forts en calisthenics, mais qui ont des one-arm handstand bananes. Non, ils sont pas aussi forts que Jonathan en handstand. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ouais, bah, bref. Ah, et il y a aussi nos chaînes YouTube respectives. Voilà. Ah ouais. J'ai pas mal de vidéos sur l'handstand, ok? Si vous voulez en apprendre plus sur la presse, sur le tuck handstand, sur comment débuter au handstand, allez vous abonner. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, j'en ai pas beaucoup sur l'handstand parce que je suis Parce qu'il encore est en train de long. bosser mon alignement depuis des années. Parce Mais qu'il je a un tuck pratique. atroce. Je pratique Putain, régulièrement, donc je vous partage. C'est vrai que je voudrais faire un peu de vidéos sur le handstand, il malgré stagne régulièrement. le handstand pour les gens pas souples. Le Ouais. handstand pour les nuls. Comment stagner en handstand? Comment, comment ne pas progresser au handstand en 2 étapes? Putain, bon, c'est terrible. Allez, allez. Donc, on a fait un petit peu le tour des questions pour ce podcast. Exact, le compte est bon. Donc, c'était C'était le cool 20e épisode. ouais, c'était cool de recritiquer, de recritiquer une routine. Ça faisait quelques temps. La routine était intéressante. Il y a quand même des choses à dire. Donc, si vous avez aussi une routine à améliorer, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Si vous avez d'autres questions, on est encore là pour y répondre. Et on se retrouve pour un prochain podcast, hein. Salut, salut!